Ce jour était pour moi le 9 juillet 1990. En fait, dans une vie, il y a des dates qu'on ne peut pas oublier. Il faut se remettre dans le contexte. À l'époque, j'avais 20 ans quand j'ai quitté le Liban. Jusqu'à cet âge-là, j'avais jamais quitté le Liban, en fait. En fait, on pourrait même dire que j'avais jamais quitté 10% du Liban parce que je vivais dans la région, ce qu'on appelait à l'époque de la guerre, la région libre, qui est une région à majorité chrétienne, même s'il y avait d'autres religions dedans, qui s'est opposée à tous les étrangers qui ont pris des parts dans le Liban, et qui les a sortis. Donc les Palestiniens au début, ensuite les Syriens, et il y a eu la création de cette zone qu'on appelait la région libre, et qui faisait une surface d'un dixième du Liban, donc à peu près 1000 km². Donc c'est tout petit. C'est-à-dire le Liban, il faut se dire que le Liban, comparé à la Corse, c'est un tout petit peu plus grand que la Corse. Le Liban, c'est 10 452 km² et la Corse, c'est dans les 8000. Donc si on fait 10% de ça, ça fait vraiment tout petit. Et avant donc, cette sortie, je n'avais jamais quitté le Liban parce que je vivais dans un contexte de guerre. Donc une guerre, c'est quelque chose de vraiment difficile à comprendre tant qu'on ne la vit pas, en fait. Tout est différent. Votre vie quotidienne est différente, vos ambitions, votre projection, votre manière d'aborder la vie, tout est différent. Les bruits sont différents, les jours peuvent commencer ensoleillés et puis vous terminez dans les abris parce que les bombes ont commencé. Et quand on descendait dans les bombes, on avait des transistors. À l'époque, c'était des petits radios, en fait. Il n'y avait pas tout ce qu'on avait aujourd'hui. Et donc, on passait la journée à suivre les avancées de nos troupes comparées aux troupes des autres, etc. Et il faut savoir que cette zone libre était entourée de tous les côtés par des armées étrangères. Et on avait des phases d'accalmie et des phases de violence. Les phases d'accalmie pouvaient durer des jours, parfois des heures, des jours, des semaines, des mois, jusqu'à même plusieurs mois. Et quand le calme était long, il y avait des rumeurs qui commençaient à partir dans la société qui disaient voilà, à telle date, le 14 octobre, ça va exploser, etc. Enfin, pourquoi le 14 octobre, on ne sait pas. Et le problème, c'est qu'à chaque fois, le 14 octobre, ça a explosé, en fait. C'était tellement nerveux de deux côtés que le moindre étincelle, ça partait. Et donc, et ça partait en guerre. Et quand on était en phase de violence, les troupes étrangères considéraient que toute la zone libre est une cible. Nos troupes, quand ils ripostaient sur les places militaires de ces armées occupantes, parce qu'autour d'eux, il y avait des Libanais qui vivaient. Donc il ne fallait pas tuer les Libanais, mais il fallait arrêter les sources de feu sur nous. Mais eux, de l'autre côté, ces armées-là, qui étaient étrangères, considéraient que toute cette zone-là est cible, et donc les bombes tombaient partout. Et c'était des pluies de bombes. On vivait au rythme des bombes. Il y a des fois, le bruit des bombes était tel qu'on entendait des bruits en continu. Ça faisait très très continu, tellement il y a des bombes qui tombaient dessus. Et quand on était dans les abris, on se disait, quand on va sortir, il ne va rien rester en fait, tellement il y en a eu des bombes qui sont tombées sur nos têtes.
Et on sortait, on commençait les réparations, on comptait nos morts, nos blessés, on commençait les réparations jusqu'à la prochaine séance. Et en fait, j'ai vécu dans ce contexte-là, on va dire, 20 ans. Mais ça allait parce que dans la vie, en fait, ce qui compte, c'est pas votre état actuel, en fait. Vous pouvez mettre beaucoup de gens dans des situations très très difficiles, tant qu'ils ont l'espoir, ils résistent, ils ne quittent pas, en fait. Et c'est ce qui s'est passé à moi pendant 20 ans. J'espérais dans le Liban souverain, ce beau pays qui est un don du ciel, hein, parce qu'il est extrêmement beau. J'espérais qu'un jour, on retrouvera un pays paisible, souverain, etc. Et donc, même si l'instant présent était très dur, demain, on avait l'espoir qu'il soit très beau, et donc on résistait. J'ai quitté le Liban le jour où j'ai perdu l'espoir. Et pourquoi j'ai perdu l'espoir ? Parce que politiquement, il y a un homme qui arrive à la tête on va dire, du Liban et déclenche une guerre fratricide au sein de cette région-là. L'armée libanaise, qui était à son commandement, contre les forces libanaises, qui étaient les forces on va dire, qui ont créé cette région-là et qui l'a dirigée. Et là, il faut se rendre compte que dans une famille, il y avait des frères avec les forces libanaises, d'autres avec l'armée. Donc c'était frère contre frère, maison contre maison, avec une violence inouïe. Et je me rappelle, mon père commençait à insister sur le fait que je dois quitter. J'avais déjà mon frère aîné, Georges, à Paris. Je me rappelle, à chaque fois qu'il lui parlait au téléphone, il lui disait il faut que j'en parte. Et ma mère, sa vie était nous, en fait. Pour elle, déjà, Georges était parti. L'idée que moi je parte, ça fait la moitié de ses enfants, en fait, a été quelque chose pour elle d'insurmontable, en fait. Et je me rappelle, mon père lui disait, il y avait des photos de nous dans la maison de partout, il lui disait, garde bien ces photos, c'est tout ce qu'il va te rester s'il reste ici. Tellement le risque était élevé, en fait. Et tellement le tunnel, à cette époque-là, s'est bouché complètement. Donc jusqu'à un moment où moi j'étais convaincu que je ne pouvais plus rester au Liban. J'avais déjà fait, on va dire, mes classes préparatoires, maths sup, maths spé au Liban, et j'avais intégré la meilleure école d'ingénieurs de Liban à l'époque, où j'avais fait la première semaine quand cette dernière guerre éclate. Donc je devais partir et j'avais présenté 2 dossiers, un au Canada et un à la France. Et finalement, j'étais admis dans les deux. Et finalement, j'ai pris la France simplement parce que la distance pour le Liban était plus courte, en fait. Et je pense que l'humain, est par rapport au pays où il a connu le jour, il y a quelque chose dans son ADN, en fait. Jusqu'à très longtemps, parce que là maintenant ça fait beaucoup d'années que je suis en France, mais jusqu'à très longtemps, je considérais que les États-Unis sont très loin, mais en raisonnement par rapport au Liban, pas par rapport à la France. Aujourd'hui, quand je me déplace, je ne raisonne plus par rapport au Liban, je raisonne par rapport à mon foyer qui est la France. Mais j'ai mis beaucoup de temps en fait à ce que mes réflexes se détachent de cette notion de natalité, en fait, où je suis né. Et pour moi, le Canada, c'était froid, loin, très très loin. Pour un enfant parce que j'étais un enfant à l'époque, j'avais 20 ans en fait quand je suis arrivé à Paris.
Pour un enfant qui n'a jamais quitté son pays, le Canada, c'était comme si comme si je partais sur la Lune, en fait. Donc c'était pour moi exclu. Et à Paris, j'avais un truc essentiel, c'est que je pouvais retrouver mon frère aussi. Donc un peu de chaleur familiale. Alors, c'est vrai, j'ai dit que j'étais un enfant à 20 ans. Parce qu'aujourd'hui, en fait, quand on a des enfants, les miens, ils ont 15 ans, etc. Et je regarde, enfin, si je pense à mes enfants que dans 5 ans, ils vont partir, c'est pour moi, waouh, c'est très tôt, quoi. Malheureusement, la guerre vieillit les gens très vite. C'est comme si on est en phase d'accélération. C'est comme si on vit rapidement, en fait. Peut-être parce que la vie est plus courte, la moyenne des vies est plus courte sous les bombes, peut-être aussi parce que la mort se balade, et peut-être aussi parce que la guerre, c'est une bonne école, mais une école malheureusement qui tue ses élèves parfois. Donc j'ai eu la chance de ne pas mourir dans cette guerre. Et en fait, quand je pense à ce jour là où je devais quitter, on avait deux options. C'était soit on partait du port de Jounieh vers Chypre et on prenait l'avion, soit on partait de l'aéroport de Beyrouth, mais l'aéroport de Beyrouth était sous le contrôle syrien, et donc sortir de cette région libre vers là-bas, c'est en soi un risque. Vous aviez des risques de mourir sur la route, en fait. Je ne me rappelle pas comment, mais je pense que dans la famille, il y avait des gens qui ont des relations avec des employés de la MOA, qui est la compagnie aérienne, la Middle East Airlines. En fait, Middle East Airlines, elle fait alliance avec Air France, en fait, c'est le même. Bon, et qui m'ont permis, en fait, de prendre le même bus que les employés, le crew, en fait, de la MOA, qui m'a amené à l'aéroport. Et sur cette route, j'ai dû traverser énormément de dangers, en fait, avant de pouvoir monter dans l'avion, parce que tous les 2 mètres, il y avait un barrage, et comme par hasard, le soldat, il regarde dans le bus et il me disait « vous descendez ». Et en fait, ça tombait toujours sur moi, et je regardais, je disais « mais pourquoi il m'appelle à moi ?» Et en fait, ouvrez les valises, etc., avec tout le danger de cet acte-là. Il faut savoir que Karam, c'est une famille au Liban qui est une grande famille chrétienne, mais qui a des factions. Il y a des gens qui sont un peu battus avec beaucoup de monde. Donc, si on veut, on peut trouver un Karam avec tout le monde. Et donc, forcément, les Syriens, ils avaient des listes de gens qu'ils voulaient, qui s'appelait Karam. Et Jean, c'est un prénom au Liban qu'on donne facilement chez les chrétiens. Bon, si vous prenez, dans ma famille à moi, il n'y a que des saints, en fait, des noms de saints. On a tous des prénoms de saints. Donc, des gens Karam. Quand j'ai présenté le concours pour mon école d'ingénieur au Liban, il y avait 3 gens Karam. Donc, il a fallu se différencier par le grand-père, en montant dans l'arbre, en fait. Parce que Jean Karam, il y en avait 3, et 2 d'entre eux, c'est Jean-Michel Karam, donc le père était Michel, et il fallait encore sauter un cran pour qu'on distingue les gens. Donc forcément, sur cette liste-là, il y avait des Jean Karam que ses occupants voulaient, et donc malheureusement, à l'époque, il n'y avait pas d'ordinateur, et puis leur renseignement n'était pas si fantastique que ça, donc vous pouvez en une erreur vous retrouver embarqué en prison, et ce n'était pas des prisons où on sortait en général. C'est one-way ticket là-bas. Et du coup, donc c'était très, très dangereux de quitter le Liban. Et vous imaginez, j'ai 20 ans. Jusqu'à la dernière minute, et je me rappelle,
À l'aéroport, je monte, il n'y avait pas une passerelle, on nous a amenés en bus vers le pied de l'avion et il fallait monter l'escalier pour rentrer dans l'avion. Et je rentre, je suis quasiment à la porte de l'escalier et il y avait encore un checkpoint au pied de cet escalier de l'avion. Et il m'appelle, il me dit redescendez. Et à nouveau, contrôle des noms et des machins. Et ils avaient des registres, ils ouvraient leur registre comme ça. Et puis il y a l'hôtesse qui sort et elle lui dit on va louper le créneau, il faut qu'il monte là. Et il me regarde et il me dit vous faites quoi? Je lui dis étudiant. Il me dit bon allez, partez. Et en fait, quand je me rappelle vraiment, toute ma vie, je me rappellerai de ça, quand l'avion a atterri à Paris, je suis descendu, c'était encore une fois un bus. Je suis descendu l'escalier, c'était le 9 juillet, le 9 juillet 1990. Donc c'était l'été ici, il faisait chaud. Il y avait un petit vent en fait qui arrivait et je me rappelle le vent a frappé mon visage et j'ai respiré, j'ai vraiment respiré en disant ça y est, je suis là, j'ai quitté. Et à partir de là va commencer ma vie en France. Alors à l'époque, je suis venu avec un visa de tourisme. Donc je n'avais pas le droit. Je devais être touriste pendant 3 mois et repartir. Mais spécialement pour les Libanais, ils ont fait une petite virgule à la loi qui dit pour les Libanais, si vous trouvez un travail ou si vous êtes admis dans une grande école ou une université, vos cycles universitaires, vous pouvez demander de changer le visa de tourisme en quelque sorte en visa de travail ou d'études et obtenir un récépissé et une carte de séjour derrière. Et j'ai bénéficié de ça pour pouvoir rester parce que j'ai été admis à mon école d'ingénieur en tant qu'auditeur libre et ils m'ont donné les papiers pour que je puisse rester. Ce jour était pour moi le 9 juillet 1990. En fait, dans une vie, il y a des dates qu'on ne peut pas oublier. Et ça en fait partie. Il y a 2 types de dates, en fait. J'oublierai jamais la date du 1er mars 2001, quand les actions de Memscap cotées en bourse, j'étais au sommet du monde, en fait. L'ampleur de la joie était, pour un gamin de 31 ans à l'époque, quand j'ai coté Memscap en bourse, était extrême en fait. C'est un jour de joie en fait. Il y a des jours de détresse majeure, comme le 16 mars 1977, où il y a eu le massacre de mon village. On est venu nous tuer dans les maisons parce qu'on était chrétiens en fait. Et ça, c'est une date qui est aussi écrite dans ma chair et c'est une date de tristesse et d'images sombres en fait. Le 9 juillet était 90 et est une date mixte en fait. C'est ça qui est étrange dans cette date. Je vois le visage de maman
avec le bus qui part à Beyrouth et ma mère qui pleure toutes ses larmes, et moi aussi. Et je vois l'instant où j'ai atterri à Paris, et ce sentiment que plus personne ne peut m'arrêter en fait. J'étais devenu maître de mon destin.